Alors, un petit moment de bien-être. J'ai la chance d'être confinée à la campagne, donc je vous en fais profiter un maximum. D'ailleurs, sur mon compte Instagram qui s'appelle Swan Périssé, je vous le note ici, je fais des lives toute la semaine. À 8 h du matin, je fais un live FAQ abdos et un live à 18 h un peu plus rigolo divertissement. Donc si vous voulez suivre ma page Instagram, je remets mon pseudo ici et venir faire des abdos avec moi à 8 h du matin. Regardez comme c'est probant. Ou rigoler à 18 h. Regardez comme c'est probant. J'ai été humoriste sur scène 5 ans avant de lancer ma chaîne YouTube. Pendant 5 ans, l'un de mes plus grands rêves, c'était de jouer au Montreux Comedy Festival. C'est chose faite puisqu'en décembre, j'ai participé au gala. Vous pouvez aller voir ma vidéo du Montreux Comedy Festival ici. Vous pouvez la commenter, la regarder, la partager et m'envoyer plein d'amour si ça vous plaît. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait et vous m'avez dit que oui, ça vous intéresserait d'avoir des petites anecdotes sur ma vie d'humoriste, ma vie d'avant, sur mon premier métier, comme j'aime l'appeler. Alors il y a des très bons souvenirs et des souvenirs terribles. Accrochez-vous bien à vos poignées d'amour, à vos dossiers de table, à votre copain, votre copine ou la personne avec qui vous partagez le confinement. C'est parti pour des petites anecdotes en veux-tu en voilà. Des petites anecdotes spicy de ma vie d'humoriste. Il y a eu plein de déclics dans ma vie d'humoriste, mais il y a eu surtout le jour où j'ai décidé d'en faire mon métier. Où je me suis vraiment dit, moi je veux gagner des sous en racontant des blagues. Spoiler, j'ai réussi. Mais ça n'a pas été une mince affaire, ça c'est sûr. À 19 ans, j'étais à l'association sportive de Sciences Po. Pour ceux qui connaissent pas les grandes écoles, c'est un peu comme le BDE, le bureau des élèves, des jeunes un peu arrogants qui organisent des soirées. Sauf qu'à l'association sportive, on boit plus de bière et on se prend un petit peu moins au sérieux. À l'époque, je menais une petite vie tranquille, je jouais au rugby. Je jouais au rugby. Et moi, j'ai toujours dit rugby, parce que c'est écrit rugby, mais je crois que les gens disent rugby. Bref, je jouais avec le ballon ovale là et quand tu cours et quand tu te fais plaquer, t'as peur et je faisais des passes sur le côté comme ça fait hop. Et je posais entre autres pour le calendrier des déesses du stade, c'est-à-dire que toutes les sportives ou les chefs d'équipe de Sciences Po posaient avec des ballons nus dans les amphithéâtres pour qu'on puisse avoir de la trésorerie pour pouvoir faire des soirées. C'était ma vie. J'étais carrément destinée à devenir avocate ou un truc du genre, mais le sort en a décidé autrement. J'ai un copain, Johan, qui organise une compétition sportive de Sciences Po contre les autres Sciences Po province. Il vient me voir un lundi et il me dit Swan, il y a la compétition sportive vendredi, donc la journée il y avait du sport, du handball, du foot, de la course, de la natation, du rugby et le soir il y a une compétition de théâtre. Sauf que le problème c'est qu'on n'a rien préparé. Il me dit Swan, je sais que t'aimes bien monter sur scène et faire ton intéressante, est-ce que tu peux nous préparer un truc pour vendredi? Et donc moi, bien sûr, inconsciente, vraiment, je réponds mais oui avec plaisir. Et ça n'est qu'après avoir accepté qu'il me dit que ce sera devant 700 personnes et que le thème du spectacle de théâtre que j'étais censée organiser en 3 jours, c'était la pauvreté. Ce jour-là, je pars en courant de l'amphi et je vais à la bibliothèque et je loue toutes les pièces de théâtre qui parlent de pauvreté. Alors bien sûr, j'avais pas de troupe de théâtre, je me dis juste, qu'à cela ne tienne, je vais jouer tous les rôles. Je ferai des accents, ça fera rire les gens. C'est vraiment ma vision de l'humour à l'époque. Pendant 2 jours, j'essaie de trouver un truc que je pourrais jouer toute seule. Et puis au bout d'un moment, je m'en sors pas au milieu de mes pièces de théâtre de l'ancien temps et je me dis, je vais écrire moi-même le texte. Je pense que c'est vraiment cette époque dans ma vie où mon assurance n'avait plus de limites. J'étais au top du non-doute. Si vous avez des idées comme ça, vous allez sûrement échouer, mais foncez, car c'est agréable, faut en profiter. On est mardi et je me motive à écrire mon premier one-woman show pour le vendredi, pour faire plaisir à mon pote qui boit trop d'alcool après ses matchs de hand et qui est pas capable d'anticiper un spectacle de théâtre. Ma carrière a vraiment commencé sur un malentendu. Cette seconde-là, cet infime moment, ce truc anodin pour rigoler, ces moments-là, j'aimerais trop le revoir parce que ça a changé les 10 années qui ont suivi de ma vie. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, où on se retrouve en confinement, en train de parler de sa carrière de stand-up au milieu d'un champ avec une montagne derrière. Enfin vraiment, si j'avais su. 3 jours plus tard, je suis en coulisses dans la salle Poirel à Nancy et j'attends mon tour. Et je suis au milieu des troupes de théâtre qui préparent cet événement genre depuis des mois, tu vois. Et donc tout le monde s'échauffe. Ils sont là. La 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 la. La 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 la. Les chaussettes de l'archiduchesse. Bref, j'ai envie de mourir. Je n'ai rien contre les gens du théâtre. J'ai été moi-même une genre du théâtre. Et moi, je suis là toute seule à regarder les troupes s'échauffer et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je me fais chier comme un rat mort. Pire, je ressens l'état de désespoir d'un rat en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les animaux n'ont pas conscience de la mort. Un rat au comble de l'ennui sait qu'il va mourir, ok? Je suis à ce moment-là rat décédant. Et toutes les troupes de théâtre et de danse, parce que c'était alterné avec des spectacles de danse, commencent à défiler sur la scène. Ils ont tous des installations lumière pas possible et moi je suis en coulisses et je vois des « Être ou ne pas être pauvre, telle est la question ». Mange ce quignon que je ne saurais voir. Fais mon ventre qui gargouille suite à la famine de la guerre d'Espagne. Et moi je suis comme ça en coulisses.
des larmes de sang coulent de mes yeux. Et entre les spectacles de théâtre, il y a les troupes de danse des différents Sciences Po qui s'alternent, tu sais. Tu sais, les troupes de danse amateurs où tout le monde fait comme ça. De façon pas synchro, tu sais, il y en a un qui a le bras droit en l'air et l'autre il a le bras gauche en l'air. En général, ils reculent comme ça. Tu sais, dans les troupes de modern jazz, ils ont tous des chapeaux melons. Les chapeaux melons noirs, c'est la mode nulle part, sauf dans la danse moderne jazz. Ils essaient de le réhabiliter absolument, tu vois. C'est ni moderne, ni jazz. Et pendant leur choré, ils arrêtent pas de te saluer avec leur chapeau melon. Bonjour mon brave, comment allez-vous? Ouais. Bonjour ma petite dame, comment ça va aujourd'hui? J'ai rien contre les danseurs de modern jazz, mais vraiment ces spectacles de fin d'année, il faut en parler plus souvent. Je suis piètre danseuse. Et en fait, au bout d'1 heure à regarder ça sur scène, je n'ai plus aucun stress, plus aucune peur. Je me dis genre, je vais me faire lyncher avec mon vieux texte et mes 3 blagues sur la pauvreté, complètement déplacées au milieu de cette effervescence artistique, théâtrale et de danse. J'ai envie de monter sur scène, faire mon texte de débilos, prendre le beat du siècle et me tirer. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus peur ni de rien ni de personne, sauf de mon propre ennui. J'ai besoin d'être divertie. Il arrive mon tour et je monte sur scène en m'en battant les yakas. Il y a vraiment que les punks à chiens qui disent je m'en bats les yakas. Et en plus, je l'ai dit avec un accent bourgeois. En m'en battant les yakas. Rien ne va. Et je commence mon texte et les gens commencent à rire. Mais à rire. Et en fait, je pense que les gens étaient là, mais qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Et plus les gens se marrent, plus je les fais marrer. Et moi, je suis sortie de mon corps et j'ai eu cette sensation que les gens du théâtre et les gens qui font de la scène connaissent bien. J'avais l'impression que ma conscience elle était détachée de mon corps et que j'étais assise dans le public en train de kiffer le spectacle. Donc en gros il y avait une petite d'1m53, je faisais 1m53 aussi à l'époque, j'ai jamais grandi. Je suis née 1m53, c'était douloureux pour ma mère mais vraiment il n'y a pas eu de progression après. Donc j'étais là, genre en train de kiffer, complètement extérieure à ce moment hors du temps et j'ai eu une standing ovation. Il y a 700 personnes qui se sont levées pour applaudir cet exploit complètement bête et ce jour-là je me suis dit ben voilà, je vais en faire mon métier. C'est plié, c'est bouclé, je serai humoriste. Plus jamais eu de standing ovation de cette envergure, hein. Vraiment des petites salles mais plus jamais 700 personnes quoi. Et en sortant de scène, je me suis dit, ben j'aimerais que ça dure toute la vie. Pas la partie où tu travailles ton texte, la partie où tu pars en tournée, la partie où tu es seule sur scène, où tu essuies des bides, la précarité, etc. Non, non, moi je voulais juste faire rigoler les gens sur scène. En toute modestie. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça représentait seulement 10% du métier. Je vais vous raconter d'autres choses du métier maintenant. Il y a plein de gens qui me demandent de raconter comment j'ai osé monter sur scène pour la première fois. Et ben c'est très simple, je me suis entraînée à faire un one-woman show dans ma chambre en fait. J'avais 10 mètres carrés, j'écrivais des trucs que je trouvais drôles, je me mettais debout face à mon mur avec une brosse à cheveux dans les mains et je faisais comme si je faisais du stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué mais parfois quand vous faites pipi, vous oubliez de vous laver les mains. Parfois j'invitais mes voisins et notamment les parents des enfants que je gardais à venir voir les répétitions générales. Je faisais le spectacle comme ça et parfois je faisais attendez 2 secondes, je mettais la musique comme ça, paf, la musique un peu émotion et après je continuais le spectacle comme ça. J'avais assis des gens sur des petits coussins comme ça dans une chambre de 10 mètres carrés. Ils étaient à un demi-mètre de moi et je faisais mon spectacle. T'imagines l'audace parce que des spectacles comme ça à ta famille, à tes voisins, tu les fais quand t'as 5 ans, quand t'as 6 ans. Moi j'avais 20 ans. La motive, le toupet de te dire je vais coincer des gens pendant 40 minutes dans une pièce pour leur montrer ce sur quoi je travaille depuis 6 mois toute seule dans ma chambre, c'est le comble. C'est trop bien, il faut foncer, il faut faire ça, ça a dû être gênant pour eux, mais tant pis. Quoi, vous inquiétez pas, c'est le pollen, c'est pas le corona. Inch'Allah. Faut que je touche du bois, putain. Donc si vous voulez des conseils sur comment oser monter sur scène, bah montez sur scène. Voilà, en stand-up t'as pas besoin de scène en fait. T'as besoin d'un sol, d'un papier et d'un stylo pour écrire des blagues dessus, d'un micro ou d'un truc qui fait semblant d'être un micro et de gens assis par terre. C'est comme ça qu'il faut monter sur scène en fait. Allez, zou là, on y va, c'est parti. Maintenant je vais vous raconter mon plus gros bide, attention c'est humiliant, et mon plus gros succès sur scène. Un jour, c'était vraiment au début de ma carrière, j'ai joué dans un festival qui s'appelait le Festival de la Rillette et c'était le pire moment de ma vie. Alors je viens de traverser une dépression hein. Mon spectacle était à moitié en anglais, à moitié en français et personne ne parlait anglais dans le public. Le régisseur était bourré. Quand on a fait les balances, il sentait la vodka et en fait il y avait un bruit d'ambiance au début parce que je devais faire semblant d'être dans un aéroport et le bruit d'ambiance devait ressembler à ça. Et en réalité, lui, vu qu'il était bourré, il entendait pas très bien le bruit d'ambiance donc il l'a mis à ce volume-là. Et on m'avait donné un micro joue mais de très mauvaise qualité. Donc à chaque fois que je parlais ou que je bougeais, ça faisait comme ça. Bonjour à tous, est-ce que ça va? Et donc là j'ai dit, est-ce que vous savez parler anglais? No, I'm French. L'horreur.
je me suis faite huer. Genre des gens qui ont dit bouh. Il y a un mec qui a crié ta gueule. Il y a un mec qui a fait dégage. Parce que je devais faire une demi-heure sur scène. Je crois que j'ai tenu genre 17 minutes et je suis partie. C'était la pire nuit de ma vie. J'étais si triste. Et le lendemain, je suis remontée sur scène. Parce que c'est ça la vie d'humoriste, c'est la persévérance, c'est ne pas lâcher l'affaire. Ma meilleure fois sur scène, c'est quand j'ai eu l'honneur de faire une première partie à l'Olympia. J'ai joué 15 minutes devant 2000 personnes. J'ai fait la première partie d'Olivier Giraud, qui fait un spectacle qui s'appelle How to Become Parisian in 1 Hour. Et c'était en anglais, et là les gens, ils parlaient anglais. C'était ma petite revanche sur la vie. Écoutez, c'était super. J'étais préparée, j'étais prête, j'étais sereine. Ça s'est trop bien passé, c'était merveilleux. J'étais chez moi, j'étais à ma place. Il me manquait juste une petite tente, une petite table, un petit réchaud, un petit frigo, et puis je pouvais rester là longtemps. Vous vous rendez bien compte que je ne parle que de nourriture, pour tenir longtemps. Quelque part, je pense nourriture. On voit que je suis en privation de calories depuis quelques temps. Je me souviendrai toujours du moment où Francis Magnin, qui était mon co-auteur, m'a accompagné en coulisses. Et tu sais, quand t'es en coulisses, t'es vraiment genre presque sur scène. Genre tu fais un pas, t'es sur scène. Et donc tu vois le public, tu vois genre 2000 personnes qui sont en train de s'asseoir. Et il y a Francis qui m'a regardé, qui a fait bon je vais m'asseoir. Et j'ai fait genre tu viens pas avec moi? Et j'ai eu le vertige de me rendre compte de la chance inouïe de pouvoir raconter des blagues devant 2000 personnes, d'avoir ce moment d'amour, de partage, d'échange où on rigole tous et on profite tous du même truc au même moment. C'est ça le stand-up, tu partages de la chaleur, de la réflexion, de la rigolade. Et j'ai eu encore ce même sentiment que j'avais eu la première fois dont je vous ai parlé. Je me suis dédoublée et j'étais assise dans le public avec mon mec, mes parents et ma sœur en train de kiffer le spectacle. Et j'avais l'impression que la petite Swan qui était sur scène, elle faisait des claquettes. Mais pas en mode spectacle de fin d'année, en mode Jean Dujardin dans The Artist. J'avais l'impression d'être dans le public et de voir une meuf qui disait hé, bonjour, mais de façon super stylée et synchro avec Jean Dujardin. Aujourd'hui, je fais des blagues devant des centaines de milliers de personnes, ce qui est incroyable et je vous serai toujours reconnaissante pour ça. Mais c'est vrai que je suis un petit peu moins stressée avant d'allumer ma caméra que quand je monte sur scène devant 2000 personnes. Par exemple, je ne suis pas allée 15 fois aux toilettes là, juste avant de vous parler. Une fois ou deux pour éviter les infections urinaires, mais c'est tout, vraiment. Et maintenant, je vais vous raconter le meilleur et le pire du métier d'humoriste pour moi. Je commence, comme toujours, par le positif. Dans le top 3 des 3 meilleures choses du métier d'humoriste, il y a vraiment le quotidien. En fait, tu rencontres des centaines de gens par jour. C'est un métier qui te fait voyager, qui te fait rencontrer plein de monde. Tu vis la nuit dans l'adrénaline de la scène. Quand les gens ils viennent te voir, ils te montrent le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Ils sont souriants, ils sont beaux parce qu'ils ont envie de te rendre ce que tu leur as donné sur scène. Donc t'es tout le temps dans une espèce d'excitation, d'amour, de partage et de rencontre. C'est super excitant. D'ailleurs, si vous avez 52 minutes à tuer, et je pense que c'est vraiment le moment où vous avez 52 minutes à tuer, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Mon tour du monde des blagues. Je cherche à faire du stand-up et de l'humour engagé. Et j'ai joué dans plein de pays dans le monde, en Inde, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc vous pouvez aller voir le documentaire ici. Ça transmet vraiment ma passion des blagues. Le top 2 dans l'humour, c'est l'écriture. C'est genre absolument incroyable de pouvoir écrire du stand-up parce que tu as ce pouvoir de transformer la souffrance en quelque chose de rigolo. J'ai vraiment écrit genre sur les chagrins d'amour, sur la solitude, sur l'avortement, sur le viol, sur les violences conjugales, sur le désespoir. Et genre tu prends quelque chose qui te torture, qui te fait mal à l'intérieur et tu le transformes en petite pépite rigolote. Petit œuf de Pâques, avec l'accent du Sud ou sans l'accent du Sud. Et ça vaut de l'or. C'est un pouvoir incroyable. Et en top 1, bien sûr, c'est ce que tu ressens quand t'es sur scène. Il y a 2 choses que j'adore faire dans la vie. C'est faire l'amour, parce que c'est super intense, et faire des sports extrêmes, parce que c'est plein d'adrénaline. Genre, je fais du VTT de descente, du parapente, j'ai trop envie de mettre au kitesurf. D'ailleurs, si vous pouvez me faire faire du kitesurf, écrivez-moi sur Instagram. Je fais du surf, j'aime trop les sports avec de l'adrénaline, mais à aucun moment, faire l'amour et faire des sports d'adrénaline, même combinés, n'arrive à 10% de ce que je ressens quand je suis sur scène. C'est comme tous tes orgasmes cumulés. Dave Chappelle, c'est un humoriste très connu aux États-Unis, il dit « Stand-up is a love fest ». Ça veut dire le stand-up, c'est un festival d'amour. Et c'est vrai. Et il dit genre les gens, même s'ils rigolent que une seconde, pendant une seconde, ils t'aiment. Donc c'est une espèce d'effusion de milliers de personnes comme ça dans une même salle qui font « Ha ha ha, il y a de l'amour, ha ha ha, il y a de l'amour ». Et du coup, toi, quand t'es sur la scène de l'Olympia, par exemple, ton corps, il vibre tellement ça rigole, tellement les rires, ils sont forts. Tu sens l'haleine des 2000 personnes qui viennent de faire « Bon, c'est absolument incroyable. En période de coronavirus, vraiment, cette activité est celle qui manque le plus à l'humanité. Voilà, en toute arrogance, merci à tous les humoristes qui vont continuer à faire de la scène régulièrement. On vous attend, on sera là. J'amènerai du monde dans vos salles. Merci, c'est vraiment l'activité la plus manquante de l'univers. Malheureusement, c'est un métier qui m'a vraiment brûlé les ailes et qui m'a vraiment épuisée. Et donc, je vais vous raconter le top 3 du pire du métier pour moi. Alors, en top 3, il y a vraiment la pauvreté. C'est un métier super précaire. Et d'ailleurs, si vous pouvez aller voir les spectacles sur scène, allez-y. Si vous allez voir des spectacles
spectacle gratuit donné au chapeau. Je rentrais chez moi à 1h du matin parce que j'avais joué toute la soirée sur plein de petits plateaux différents à Paris. De 1h à 5h du matin, je faisais une insomnie parce que je savais pas comment j'allais manger le lendemain. Et en général, je me levais vers 6-7h pour aller faire un petit job alimentaire pour pouvoir gagner un tout petit peu de sous. Donc vraiment, c'était... Je ne dormais pas et j'avais des shots d'adrénaline tous les soirs. Donc vraiment, ma vie, c'était j'adore l'humour, tout va bien, j'adore ce métier, tout va bien, c'est super d'être humoriste. Pourquoi tu dis que je prends de la coke? J'adore l'humour. J'étais dans un état de santé vraiment optimal, au top de mon énergie. Et là, en ce moment, je suis détendue. C'est vous dire comme j'ai pu être énergique dans ma jeunesse. Le top 2 des trucs de caca dans le métier d'humoriste, c'est vraiment beaucoup de gens du métier qui se prétendent producteurs, programmateurs, tourneurs et tout, qui sont des tocards finis. Vous avez peut-être vu cette vidéo où je raconte mon plus gros échec. Donc je parle d'une productrice qui s'est moquée de moi et qui m'a traînée dans la boue, c'était très humiliant. Mais j'ai eu plein d'autres histoires comme ça. Avant que tu sois connu dans ce milieu, personne te respecte. J'ai eu un producteur, je devais avoir 20 ou 21 ans, qui avait loué une salle pour que je fasse mon spectacle, etc. Et puis au bout de quelques mois, il s'était rendu compte que il y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Il venait s'asseoir dans la salle où il y avait 20-40 personnes et il soufflait quand je faisais des blagues. Pendant le spectacle, genre devant les gens, c'était horrible. Donc il a arrêté mon spectacle, il a essayé de m'empêcher de jouer sur scène et il a dit qu'il allait m'envoyer la justice si je montais sur scène, que j'avais pas le droit, etc. Je l'ai attaqué au prud'homme et j'ai gagné. Sauf que j'avais 21 ans, vraiment beaucoup de violence dans la jeunesse. Et maintenant le top 1 des choses terribles dans ce métier qui m'ont fait arrêter la scène pendant plusieurs mois, le sexisme dans ce milieu. Je pourrais vous raconter des milliers de choses. Par exemple, il y a eu toute une époque où les plateaux d'humoristes ne programmaient que des hommes et une femme de temps en temps. C'était un petit peu la caution féminine. Mais s'il y avait 2 femmes qui voulaient jouer sur le même plateau, c'était pas possible. Je pourrais vous parler de toutes les fois où d'autres humoristes qui sont passés après moi ont commenté mon physique quand je venais de faire rire les gens. Le nombre de fois où on m'a annoncé comme une mignonne petite fille, une femme charmante, une femme belle, alors que je voulais juste être humoriste tranquillou. Le nombre de fois où on m'a reproché de faire de l'humour pour les filles, féminin, juste parce que personne se mettait à notre place à l'époque et qu'on avait envie de parler de notre quotidien, quoi, tout simplement. J'ai pas envie de m'attarder sur ça, je vais juste vous raconter 2 anecdotes pour vous prouver à quel point ce monde, à l'époque en tout cas où je faisais du stand-up, est fucked up. Un jour, il y a un producteur de comédie super connu, que j'admirais énormément à l'époque, qui m'a dit « Tu sais, Swan, sur scène, il faut pas que tu sois trop moche pour plaire aux hommes et il faut pas que tu sois trop belle pour pas que les femmes soient jalouses. » Voilà, bon courage pour faire de l'humour. Deuxième anecdote, un jour on revenait d'un petit club de stand-up et on allait au métro et je marchais avec le programmateur. Tu sais, celui avec qui tu dois être un peu copine si tu veux pouvoir jouer plusieurs fois par semaine dans des clubs de stand-up parce que ta vie en dépend en fait, parce que tu gagnes des sous comme ça. Et tu sais, quand tu fais des plateaux sur scène, tu donnes ton nom. Et donc moi je disais, je m'appelle Swan Périssé, Périssé comme périmé avec 2 S. Hihihi. C'était un petit moyen mémotechnique pour que les gens retiennent. Et donc j'étais avec ce programmateur et on marchait vers le métro et je lui dis, ah bah t'as fait quoi hier soir? Il me dit, j'ai fait l'amour à une fille en levrette et puis avant de lui jouir sur le dos, je lui ai demandé, est-ce que tu peux dire je m'appelle Périssé comme périmé mais avec 2 S? J'ai rien dit. J'ai rien dit parce que dans ce milieu-là, tu es tellement pauvre, parce qu'à l'époque, il y avait tellement pas beaucoup de programmateurs qu'en fait, tu fermais ta gueule et tu encaissais les coups comme ça. Tu ne râlais pas parce que sinon, t'étais la rabat-joie puis t'étais plus programmé, quoi. Donc ça, c'était vraiment dur. C'est vraiment pas drôle, hein. Il faut en rire aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que... J'en peux plus des abeilles, des bêtes. Vivement la ville et la pollution. Heureusement, ça c'était il y a 5 ou 6 ans. Depuis, il y a Blanche Gardin qui a gagné 2 Molières de l'humour. Il y a des humoristes femmes exceptionnelles comme Marina Rollman, Tania Dutel. Il y a des clubs de stand-up qui ont été ouverts par des femmes exceptionnelles. Le club ouvert par Valentine Mabille et Shirley Soignon qui s'appelle le Barbès Comedy Club, etc. D'ailleurs, je vous mets des liens de femmes qu'il faut absolument aller voir en stand-up dans la description de la vidéo. Donc ça, c'était peut-être à l'époque et je pense que le milieu a beaucoup changé depuis. Je pense aussi que j'étais jeune et que je souffrais et que j'étais blessée de plein d'agressions qui aujourd'hui ne m'effleurerait pas. Ça ne me toucherait pas. Aujourd'hui, il y a une espèce de vent de nouveauté et d'égalité qui souffle sur la scène du stand-up. En conclusion de cette vidéo, je voudrais dire 2 choses très positives. La première, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que non seulement le milieu du stand-up a beaucoup changé, mais en plus, moi, grâce à vous, j'ai beaucoup changé. Donc, a priori, c'est en train de se travailler pendant le confinement, mais je vais faire un spectacle 1 fois par mois dans un petit club de stand-up très sympathique, auquel vous pourrez assister. Moi, j'ai plus peur parce que maintenant, j'ai la communauté. Donc, je suis plus obligée de passer par tous ces clubs qui me font de la souffrance. Je ne suis plus en situation précaire. Bon, je le serai sûrement d'ici la crise économique qui va arriver. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième conclusion que je voulais vous dire aujourd'hui plus que jamais, c'est que l'ennui a du bon. Souvenez-vous, la fois où j'ai décidé que j'en ferais mon métier, je mourrais d'ennui en coulisses. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens s'ennuient. Je sais que vous êtes en train de regarder ma vidéo. L'ennui a du bon parce qu'il est créatif. Il permet de se détendre, de glandouiller, de relativiser, de monter sur scène sans aucun stress. Donc profitez de cet ennui. On n'a pas beaucoup de temps en général pour s'ennuyer. Donc ennuyez-vous un maximum et ensuite vous pourrez encore plus donner de l'amour, de la joie, du partage, du sexe
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant ici et vous pouvez aller voir une autre vidéo un peu storytelling comme ça ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner bien sûr à cette chaîne, mais à la partager sur les réseaux sociaux, à aller me suivre sur Instagram et vous pouvez cliquer sur la cloche aussi. Il y a plein de gens qui reçoivent pas mes notifications. Donc quand je disparais comme ça pour faire une petite dépression en secret et que je reviens 3 mois après, vous recevez pas les notifications. Donc activez la cloche. Je vous embrasse très très fort. Faites très attention à vous et à vos proches.